Très bien, bonjour à tous. Donc c'est le 6e de cette série de cours sur climat, comment sait-on ce que l'on sait, dans le cadre de la chaire Avenir commun durable. Donc c'est aussi le dernier cours de l'année 2024. Donc aujourd'hui on va parler du niveau des mers, passé, présent, futur. Je dois confesser en fait que sur les 5 premiers cours, ma recherche avait contribué, bien sûr un tout petit peu, à la recherche sur les sujets qui étaient abordés. Là, pour le coup, aujourd'hui, rien du tout. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais travaillé sur quelque chose qui ressemble de près ou de loin au niveau des mers. Donc, je me suis renseigné, j'ai appris. Il y a quand même, bien évidemment, c'est un sujet qui est important dans le cadre du changement climatique. Et donc, j'ai aussi beaucoup discuté avec mes collègues. Mais voilà, je peux pas me considérer comme étant un spécialiste de la question. Par contre, vous allez avoir dans la suite de cet exposé, vous avez un séminaire. Vraiment, je vous invite à rester avec quelqu'un qui est vraiment un spécialiste des processus polaires qui, bien évidemment, ont un impact sur le climat et sur le niveau des mers. Donc, vraiment, je vous encourage beaucoup à rester. Ça sera très intéressant aussi. Alors, pour on parle de niveau des mers, pour mesurer le niveau des mers et l'évolution, on utilise depuis toujours des marégraphes. Et donc, il y a un site qui est très bien fait. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder ça. En fait, qui recense l'ensemble des marégraphes qui sont disponibles dans le monde. Et donc, on peut aller regarder ça. Vous pouvez aller cliquer sur les différents sites. Et donc, bien évidemment, on commence par regarder ce qui se passe en France. En fait, il y a 2 sites sur lesquels on a des séries temporelles qui sont assez longues, qui sont à Brest d'une part et à Marseille d'autre part. Vous avez des photos ici de ces deux sites. Et puis en bas, vous avez les enregistrements annuels. Donc, c'est la moyenne annuelle du niveau de la mer qui est mesuré sur ces 2 sites. Alors, en fait, en rouge, c'est les mesures qui sont considérées comme anormales. Effectivement, ces mesures-là, elles ont l'air très, très, très anormales. Mais donc, si je fais un petit peu des feats à la main, c'est vraiment, il n'y a pas grand-chose de très scientifique là-dedans. Simplement, moi, je vois bien que sur l'enregistrement de Brest, qui commence quand même au début du 19e siècle, en gros, il ne s'est pas passé grand-chose jusqu'à à peu près 1900. Et puis, vous voyez que sur cette période-là, il y a eu, entre 1900 et 2000, il y a eu une montée du niveau de la mer de 160 mm, 16 cm. Et puis à Marseille, en gros, quelque chose qui est à peu près pareil. Alors la série temporelle est moins longue, mais sur la même période, on a à peu près 150 mm. Bien évidemment, il y a tout un tas d'autres sites dans le monde. Donc je suis allé regarder, j'ai joué un peu avec ce site, et puis il y a quand même des trucs marrants. C'est-à-dire que par exemple, il y a un site à Skagway en Alaska, quelque part par là, où vous voyez que le niveau de la mer il a diminué de 1 mètre en 60 ans. Et puis à Buenos Aires, il ne s'est pas passé grand-chose. Et puis, donc, il y a Stockholm aussi, plus près de chez nous. Vous voyez que le niveau de la mer a diminué de 40 cm en 100 ans. Et puis, à l'inverse, à Bangkok, quelque part par là, le niveau de la mer a monté de 1 mètre en 50 ans. Donc, manifestement, c'est pas homogène. Et donc, voilà, le niveau des mers, c'est plus compliqué qu'on pourrait le croire. Et en fait, il faut se poser la question, lorsque vous voyez une évolution du niveau de la mer sur un port donné, est-ce que c'est la mer qui monte ou est-ce que c'est la Terre qui descend ? Et effectivement, il y a des effets locaux qui sont très importants. Alors je vais tout de suite expliquer les anomalies, les anomalies de quelques sites comme celui, par exemple, que je vous ai montré en Alaska. En fait, c'est qu'il y a un phénomène de rebond post-glaciaire. Vous savez peut-être qu'il y a 20 000 ans, il y avait des calottes de glace qui n'existent plus aujourd'hui, des calottes de glace qui faisaient plusieurs kilomètres d'épaisseur, en particulier sur le nord de l'Amérique du Nord et sur le nord de l'Europe. Ces calottes, donc, elles appuyaient sur le sol et donc elles faisaient que le sol s'enfonce. Ces calottes ont fondu et du coup, le sol a tendance à remonter. Et donc, c'est ça qui explique que sur ces zones-là, très, très au nord, il y a la mer qui a l'air de descendre. C'est pas la mer qui descend, c'est bien le sol qui monte. À l'inverse, il y a quelques autres cas. En particulier, je vous ai montré le cas de Bangkok tout à l'heure, mais il y a le cas de Houston aussi au Texas, où en fait, on pompe, les activités humaines conduisent à pomper pas mal d'eau dans le sous-sol.
et en fait, en pompant l'eau, eh ben, ça conduit, en fonction de la nature du sol, ça peut conduire à ce que le sol s'enfonce. Et donc là, pour le coup, on va avoir une montée apparente du niveau de la mer qui est beaucoup plus rapide qu'ailleurs. Donc tout ça pour dire que, voilà, il y a des effets locaux. Donc quand on interprète un petit peu ces mesures de ces marégraphes, il faut faire attention. Bien sûr, les chercheurs ont fait attention à ça, et donc il y a des gens qui se sont attelés à interpréter l'ensemble des mesures qui sont disponibles. Donc je donne un exemple ici, un exemple d'un article qui a été publié il y a une grosse dizaine d'années, qui justement fait une compilation des mesures des marégraphes qui sont disponibles. Donc mesures des marégraphes, si on regarde à la fin du 19e siècle, il y avait quand même pas grand-chose qui existait, et puis au fur et à mesure du temps, vous voyez 1910, la décennie 1910 ici, la décennie 1930, 1960, 1990, vous voyez qu'il y a quand même de plus en plus de marégraphes, de plus en plus de mesures qui sont disponibles pour faire ces estimations des variations du niveau moyen des mers. Et donc voilà un petit peu ce que ça donne. Hein. Donc c'est une figure qui est tirée de cet article-là, donc qui dit que, effectivement, depuis le début du XXe siècle, eh ben, le niveau des mers a augmenté significativement. Il semble qu'il se passait quelque chose déjà dans les décennies précédentes, mais avec un rythme qui était moins important, et par contre avec une incertitude en fait qui est plus importante. Et justement, si on regarde un petit peu ça, finalement, cette courbe, là aussi, c'est mon feed que j'ai fait à la main rapidement. Donc, on trouve 16 cm entre 1900 et 2000. Mais toujours dans la même figure, dans le même article, il y a ces choses, il y a cette figure qui estime un petit peu en moyenne glissante quelle était la vitesse de hausse du niveau des mers. Donc en gros, on était en moyenne sur le XXe siècle à 1,5 mm par an. Et puis ça s'est un peu accéléré depuis. Et donc ce que vous avez ici, c'est une estimation qui est faite par satellite, j'y reviendrai tout à l'heure, mais cette estimation est relativement cohérente avec l'estimation qui est faite avec les mesures des marégraphes. Éventuellement, c'est peut-être facile parce que sur les décennies récentes, il y avait quand même beaucoup plus de mesures qu'à la fin du XIXe siècle. Mais bon, il y a quand même une certaine certitude que cette hausse du niveau des mers, elle a commencé dès le début du XIXe siècle, peut-être quelques décennies avant, et le rythme était de l'ordre de 1,5 mm par an à cette période-là. Alors depuis maintenant, on a quand même des mesures qui sont beaucoup plus précises et beaucoup plus globales. Et en particulier, en fait, on a accès à des mesures spatiales, des observations spatiales. C'est-à-dire qu'il y a une série de satellites qu'on appelle des altimètres. Qu'est-ce qu'ils font? En fait, ce sont des satellites qui vont utiliser les ondes radio. En gros, c'est un radar. Donc, il envoie un pulse de lumière radar qui va être réfléchi sur la surface de la mer, qui va revenir vers le satellite. Et en fait, on mesure le temps que cette onde prend à faire l'aller-retour. Et évidemment, en connaissant la vitesse de ces ondes radio, on peut convertir le temps en une distance. Et donc, si on connaît très très précisément l'orbite du satellite autour de la Terre, on peut convertir cette distance en une hauteur de la mer. Alors après, cette hauteur de la mer, bien évidemment, il faut l'interpréter, il faut connaître le géoïde, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, il faut connaître les marées, il faut connaître tout ça, mais à la fin, ces mesures nous permettent d'avoir, non pas seulement sur les côtes, mais partout sur Terre, cette hauteur de la mer, et donc on peut mesurer cette variation. Alors en fait, à la base, ces satellites qui mesurent la hauteur du niveau des mers, l'objectif n'était pas tellement justement de mesurer cette hausse du niveau des mers, l'objectif c'était plutôt de mesurer les courants marins, parce que justement la hauteur de la mer est aussi affectée par ces courants, et donc on a une mesure spatiale de cet niveau de la mer, on peut en déduire les courants et les variations des courants. On peut aussi, il y a aussi des applications de géodésie, connaître la hauteur des fonds marins.
il y a des applications sur les vagues, et puis, bien évidemment, il y a une application sur le niveau des mers. Et donc, puisque on voit bien, il y a tout un tas d'applications qui sont vraiment très utiles, et bien, en fait, des missions spatiales qui mesurent ça, ça a commencé en 1993, je crois. Il y avait une première mission, mais qui n'était pas très précise. La première mission à vraiment mesurer ça, c'était une mission qui s'appelait Topex Poseidon, qui a commencé en 1993. Et vous voyez que depuis, il y a eu tout un tas de missions où la France est très impliquée. En fait, la France et le CTES en particulier, a été très active dans le développement de ces observations spatiales toujours plus précises pour mesurer le niveau des mers. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Eh ben, donc, vous voyez un petit peu cette figure qui montre justement le niveau. Là, pour le coup, c'est le niveau moyen de la mer. Hein, c'est pas le niveau en un endroit donné. Donc, ça commence en 93, comme je disais tout à l'heure. Et donc, vous voyez que sur cette période, eh ben, le niveau des mers s'est élevé à une vitesse moyenne de 3,5 mm par an, avec une petite incertitude. Mais si vous êtes attentif, vous voyez que la courbe, en fait, c'est pas une droite. Ici, en fait, c'est un polynôme de degré 2. Donc, il y a un degré carré qui montre qu'il y a une accélération à cette hausse, une accélération qui est quantifiée ici à 0,83 mm par an par décennie. Ça veut dire qu'en gros, dans la décennie 90, on était à 2,4 mm par an, dans la décennie 2000 à 3,2, dans la décennie 2010 4,1. Donc il y a très clairement une accélération, pas seulement en comparant le 21e siècle au 21e siècle, mais même décennie après décennie, on arrive à voir des choses. Alors c'est pas si clair que ça, hein. Vous voyez qu'il y a quand même des fluctuations d'une année sur l'autre. Et puis d'autre part, donc cette hausse, la hausse est hétérogène. Hein, et en fait, si vous regardez un petit peu donc la différence en gros de niveau des mers entre 2019 et 2012, bah, vous voyez qu'il y a des endroits qui s'élèvent plus vite que d'autres, hein, où la hausse est de j'arrive pas à voir, mais je crois que c'est plus de 6 mm par an en moyenne. Et puis au contraire, il y a quelques zones comme ici et puis là, où on a quand même des fluctuations interannuelles qui sont telles que finalement sur la période qui font entre 8 ans, là, entre 2019 et 2012, enfin 7 ans, et vous avez plutôt une tendance à la baisse. Même si globalement, si on prenait une période plus longue, ces régions-là ont aussi tendance à monter. Alors pourquoi il y a ces hétérogénéités ? On va voir qu'une des causes de la hausse du niveau des mers, c'est le réchauffement des océans. Et donc ce réchauffement, il est hétérogène. Et puis d'autre part, une autre cause, ce sont les courants marins. Et donc là aussi, une évolution des courants marins. En particulier, vous voyez, dans cette zone-là, c'est une évolution de ce courant marin. Alors justement, on va regarder un petit peu dans la seconde partie de cet exposé, on va regarder un petit peu les facteurs, quels sont les facteurs qui impactent le niveau moyen des mers. Donc on va voir que d'abord, il y a l'effet stérique. Alors ce mot qui n'est peut-être pas forcément connu, c'est lié à la température de l'eau. Je vais vous expliquer ça dans le prochain exposé. Le deuxième facteur, ce sont la fonte des glaciers de montagne, je vais y revenir. Le troisième facteur, ce sont les calottes polaires, Groenland et Antarctique, qui, comme les glaciers de montagne, ont tendance à fondre. Le quatrième facteur, c'est le stockage de l'eau sur Terre, donc le fait qu'il y a eu des barrages qui ont stocké de l'eau et au contraire, on pompe dans les nappes phréatiques, donc ça, c'est de l'eau qui va sortir du sol et donc qui, à terme, va se retrouver dans l'océan. Et puis, d'autre part, il y a un ajustement isostatique, je vais y revenir, c'est lié à la fonte des calottes, qui font que les continents vont s'élever dans les endroits où il y avait des calottes dans le passé. Alors, allons-y. Donc, suite de mon exposé, c'est justement aller regarder un peu plus en détail ces 5 facteurs. Alors, l'expansion, le premier, c'est l'expansion thermique. En fait, l'eau, comme à peu près tous les corps, en fait, lorsque vous le chauffez, ça va prendre plus de volume. Donc le coefficient de dilatation thermique, il est différent suivant les corps. Et pour l'eau, l'ordre de grandeur, c'est 1,5 10-4 par degré. Ça veut dire que si vous augmentez la température
de 10 degrés, par exemple, si vous avez un volume d'eau dont la température augmente de 10 degrés, eh ben, son volume va augmenter de 1,5 10 moins 3, parce que j'ai multiplié par 10, donc en gros de un peu plus de 1 pour 1000. Alors on pourrait considérer que c'est tout petit, mais quand vous avez des océans dont la profondeur moyenne est de 3000 mètres, si les 3000 mètres augmentent de 1 millième, alors 1 millième c'est beaucoup, mais même 1 dix millième, eh ben, ça fait quand même 30 cm. Donc même si, donc là, en fait, cette température des océans, donc ceux qui étaient à mon cours sur la mesure de la température de la Terre, j'ai expliqué qu'il y a un réseau de bouées dérivantes qui en fait vont avec plusieurs milliers de bouées qui périodiquement descendent jusqu'à plusieurs milliers de mètres de profondeur en mesurant la température et la salinité, arrivent à la surface et transmettent les mesures qu'elles ont faites par satellite. Et du coup, en fait, on a une connaissance assez précise, finalement, de la température des océans, pas seulement en surface, mais aussi en profondeur. Et donc, si on regarde ce graphe-là, justement, on vous montre l'évolution en gros, sur les 20 dernières années de l'anomalie de température. Vous voyez que cette anomalie de température est la plus forte dans les couches les plus hautes de l'océan, donc ce qui est proche de la surface. Vous voyez que ce qui est proche de la surface, on est parti de moins 0,2 à plus 0,2. À nouveau, ce sont des anomalies, donc la moyenne fait forcément 0. Donc vous voyez qu'on a augmenté, en gros, entre 2005 et 2024, sur 20 ans, on a augmenté de 4 dixièmes de degrés. Et puis, en profondeur, il y a aussi des anomalies de température, mais qui sont plus faibles, parce que l'océan profond met plus de temps à se réchauffer que l'océan qui est en contact direct avec l'atmosphère. Bref, donc tout ça pour dire qu'on connaît la température en profondeur des océans, donc on peut calculer quelle est l'évolution du niveau de la mer qui est due à cette dilatation. Et donc c'est cette figure qui est montrée ici et qui vous montre que sur la période qui est là, donc qui est en gros qui est d'une vingtaine d'années, eh ben, il y a eu une hausse du niveau des mers qui est de l'ordre de 25 mm. Donc premier facteur qu'on explique bien. Deuxième facteur, ce sont donc les glaciers de montagne. Donc je pense que le séminariste qui parlera après moi, qui vient de Grenoble, connaît ça bien. Moi-même, en fait, une de mes passions, c'est de faire de l'alpinisme, donc je connais bien ici. La première fois que je suis allé sur la mer de glace, j'avais 17 ans, je crois, et donc j'ai vu de mes vieux vues l'évolution de la mer de glace. Ici, vous avez le glacier blanc dans les écrins, donc j'ai un petit film qui vous montre ça. Regardez, 98, 2000. Donc ça, c'est le front du glacier. Comment le front du glacier a évolué simplement en une vingtaine d'années. Donc manifestement, il y a une perte de glace sur cette période-là. Et de même, si vous regardez là, c'est une photo de la mer de glace qui est prise à peu près sous le même angle, mais entre 1919 et puis 2019, donc en 100 ans. Et donc il y a une perte de volume de glace qui est absolument considérable. Et donc tout ça, c'est de l'eau qui se retrouve dans les océans. Et donc là, vous avez une petite figure qui montre justement un certain nombre de glaciers qui sont suivis de près, en particulier au laboratoire de Grenoble, dont vient l'orateur de tout à l'heure. Et donc, on mesure assez précisément. Les glaciers des Alpes sont suivis précisément, et donc on peut en quantifier en fait la quantité d'eau qui est perdue sur Terre et donc qui se retrouve dans les océans. Il y a d'autres zones dans le monde qui sont moins bien suivies, mais quand même, on sait que les glaciers de montagne ont perdu pas mal d'eau qui s'est retrouvée. Troisième facteur, les calottes glaciaires Groenland et Antarctique. Alors là, je vois souvent écrire des petites bêtises à ce sujet, donc j'utilise quelques minutes pour expliquer les différences. Ce qu'on appelle la calotte, c'est vraiment la glace qui est issue de la neige qui s'est déposée sur la Terre. Et donc, c'est de la glace qui est posée sur la Terre avec éventuellement le sol qui peut être sous le niveau de la mer, mais n'empêche que la glace appuie dessus.
La banquise, c'est de l'eau de mer gelée, qui, elle, pour le coup, est flottante. Et donc, contrairement à la calotte, lorsque la calotte fond, eh ben, ça rajoute de l'eau dans la mer, donc ça fait bouger le niveau de la mer. Par contre, la banquise, puisque c'est de l'eau de mer, puisque c'est de la glace qui est flottante, au moment où elle fond, ça n'a absolument aucun impact sur le niveau de la mer. Ça peut avoir des impacts climatiques, mais ça n'a pas d'impact sur le niveau de la mer. Et ensuite, un iceberg, c'est de la glace qui est flottante, qui est issue des glaciers qui viennent, des glaciers qui viennent de la calotte. Donc au moment où le glacier finalement coule dans l'océan, ça va avoir un impact sur le niveau de la mer. Par contre, une fois que le glacier est posé sur l'océan, flotte sur l'océan, il fond, là pour le coup, il n'y a plus d'impact sur le niveau de la mer. Donc c'est bien, l'iceberg va avoir un impact sur le niveau de la mer au moment où le glacier va le vêler et pas au moment où il va fondre. Pour l'évolution des calottes glaciaires, en fait, il y a deux effets qui sont un peu antagonistes en lien avec le réchauffement. On va voir qu'il y en a un qui domine quand même. D'une part, puisqu'il fait plus chaud, la glace a tendance à fondre. Donc vous allez avoir une fonte accélérée avec la hausse des températures. Éventuellement, les glaciers vont se mettre à couler plus vite. Et à l'inverse, il y a l'effet antagoniste, c'est le fait que puisque l'air est plus chaude, elle est plus chargée en humidité, et par conséquent, éventuellement, il va y avoir plus de dépôts de neige sur les calottes, et donc c'est un processus qui peut conduire à l'augmentation de la masse de la calotte. Donc on va voir tout à l'heure, justement, du coup, une question importante, c'est de savoir quel est le processus dominant sur le Groenland et sur l'Antarctique. Et bien pour ça, on a un outil qui est formidable depuis une vingtaine d'années, c'est la mission GRASS et puis la suivante, GRASS Follow On. Alors qu'est-ce que c'est que ces missions ? En fait, ces missions, ce sont deux satellites qui sont à 220, l'ordre de grandeur, c'est 220 km de distance, qui se suivent l'un derrière l'autre et qui mesurent extrêmement précisément la position relative de ces deux satellites. Et en fait, lorsque le premier arrive au-dessus d'une zone où la masse terrestre est un peu plus importante, par exemple un endroit où il y a une montagne, ou par exemple un endroit où justement il y a une calotte qui est formée, qui joue un peu le même rôle que la montagne. Donc c'est une masse qui va attirer le satellite, et donc ça va dévier légèrement l'orbite, ce qui va être observé par le satellite qui suit. Et puis au contraire, lorsque le premier satellite va sortir de cette zone montagneuse ou avec une masse supérieure, et ben c'est l'autre satellite qui va avoir le même mouvement. Donc, donc ce sont des satellites qui sont un peu très originaux, parce que d'habitude les satellites ils mesurent une onde électromagnétique qui est mesurée qui est soit réfléchie par la Terre, soit émise par la Terre. Donc là, c'est finalement ce que ça va mesurer, c'est le champ de gravité de la Terre. Et donc c'est ça qui permet, par exemple, de déduire ces images-là qui montrent le géoïde. Donc en fait, c'est le champ de gravité de la Terre. Vous savez que la gravité à la surface est de l'ordre de 9,81 mètres par seconde au carré. Mais il y a des variations, et ce sont ces variations justement qui sont montrées sur ces cartes. Alors, donc ça, c'est la première application de ce satellite, c'est justement de mesurer très précisément le géoïde. Mais la deuxième application, et qui nous intéresse ici, c'est de regarder les variations de ce géoïde. Et c'est ça qui est montré sur cette carte. Donc c'est une évolution, en fait, sur une dizaine d'années. Comment est-ce que le géoïde comment est-ce que la gravité, le géoïde a évolué. Et en fait, c'est directement en lien avec l'évolution des masses d'eau. Lorsque vous avez un endroit, par exemple, s'il y a une sécheresse importante sur l'Amazonie, il va y avoir moins d'eau dans le sous-sol, donc moins de masse, et ça, c'est quelque chose qui va être mesuré par le satellite. Et évidemment, si le Groenland fond, si le Groenland perd de la masse, ça va être observé, ça va être une diminution du champ de gravité sur le Groenland, et donc c'est quelque chose qui va être observé par le satellite. Donc tout un tas d'applications de ça. Et donc voilà par exemple
Ici, vous allez avoir un petit film, normalement, c'est ça. Donc ce petit film qui montre, en fonction du temps, vous voyez que là, ça commence en 2005 et puis on va aller jusqu'en 2022. Donc c'est une estimation de la masse totale de l'Antarctique. Et puis, plus que ça, vous avez ici, sur l'image de droite, les zones, en fait, où justement la masse est soit perdue, hein, donc les couleurs rouges, soit au contraire gagnées, les couleurs bleues. Donc vous voyez qu'il n'y a pas une fonte hétérogène de l'Antarctique. Vous voyez que la fonte de l'Antarctique est surtout observée dans ce qu'on appelle l'Antarctique de l'Ouest et la péninsule antarctique. Et au contraire, là, il y a tout un tas de zones où finalement on est plutôt, c'est autour de zéro, voire légèrement positif. Donc, mais globalement, l'Antarctique de l'Ouest perd de la masse et globalement, vous voyez que la masse totale de l'Antarctique a été en diminution. Donc l'ordre de grandeur, hein, ici, ce sont des milliards, des gigatonnes, des milliards de tonnes. Donc pendant cette période, hein, entre 2002 et 2022, le satellite, enfin les deux satellites les deux missions GRASS et GRASS-Follow-on nous disent que l'Antarctique a perdu 3000 milliards de tonnes. 1 milliard de tonnes, c'est 1 km3. Donc l'Antarctique a perdu 3000 km3 de glace pendant cette période-là. Vous avez la même chose sur le Groenland, hein, avec exactement la même technique. Et donc vous voyez que sur la période, hein, en gros une vingtaine d'années, et ben là, le Groenland a perdu un peu plus de masse, puisque l'ordre de grandeur, c'est 5000 milliards de tonnes, donc 5000 km3. Il y a eu, donc en gros, donc si on regarde un petit peu la figure de droite, il est clair aussi bien pour le Groenland en bleu que pour l'Antarctique en rouge que en fait, la perte de masse s'est accélérée en gros à partir de 2000-2005. Et ensuite, si on regarde un petit peu, donc je vous ai dit 1 gigatonne d'eau, c'est à peu près 1 km3. Si on considère que la surface des océans, c'est 362 000 km², eh ben, c'est assez un calcul quanta, vous montre que 1000 gigatonnes, c'est 2,8 mm de niveau des océans. Du coup, cette perte de masse ici, on peut directement la convertir en une augmentation du niveau de la mer. Et donc, on va trouver que le Groenland a contribué sur cette période-là à peu près 12 mm de hausse du niveau marin. Quatrième facteur de variation du niveau des mers, c'est le stockage de l'eau sur Terre. Alors, stockage qui est soit naturel, soit artificiel avec des barrages. En fait, on a donc au cours du XXe siècle, il y a eu beaucoup de barrages qui ont été construits dans le monde. Là, vous reconnaissez peut-être le barrage de Roseland dans le Beaufortin, en France. En fait, donc des barrages de ce type-là, on en a construit beaucoup dans le monde au cours du XXe siècle. C'est un peu moins au cours du XXIe siècle. Et l'autre facteur, c'est le pompage des nappes phréatiques, soit pour l'irrigation, soit simplement pour la boisson, enfin pour l'eau de boisson. Et donc, en fait, ce facteur de pompage des nappes n'était pas très important au cours du XXe siècle. Par contre, ça s'est beaucoup accéléré au cours du XXIe siècle. Et du coup, donc il y a pas mal d'incertitudes, mais on pense que l'effet net des deux, hein, la construction des barrages et puis le pompage des nappes, ça a conduit plutôt à retirer de l'eau des mers, hein, puisque c'était de l'eau qui était stockée sur Terre, donc avec un rythme qui était de moins 0,15, donc 0,15 mm par an sur le XXe siècle, et au contraire, au cours vous voyez sur le XXIe siècle, au contraire, c'est vraiment le pompage des nappes qui est significatif, avec une contribution au niveau des mers qui est de l'ordre de 0,6 mm par an sur cette période-là. Donc quelque chose qui a vraiment évolué fortement entre le XXe et le XXIe siècle. Et puis, dernier point qui est peut-être un petit peu compliqué. Donc, je reviens sur ce que je racontais tout à l'heure. Ici, vous avez une image de la Terre
actuellement. Vous reconnaissez le Groenland, vous connaissez la banquise autour du pôle Nord, ici l'Amérique du Nord, l'Europe et le nord de l'Afrique. Donc ça, c'est une image d'artiste, hein, une image, la Terre débarrassée de ces nuages. Et donc ça, sur la partie gauche, vous avez la même chose, mais il y a 20 000 ans. 20 000 ans, c'est les grottes de Lascaux, hein, enfin les peintures de Lascaux, c'est à peu près à cette période-là. Donc à cette période-là, le climat était typiquement 5 degrés, enfin la température moyenne de la Terre était typiquement 5 degrés plus froide qu'elle était aujourd'hui, que ce qu'elle est aujourd'hui, et il y avait donc d'énormes calottes hein, sur le nord de l'Amérique du Nord et sur le nord de l'Europe. Donc en fondant, je l'ai expliqué tout à l'heure, ça conduit à ce que le sol va remonter localement. Mais ce qui est important pour le niveau des mers, c'est que donc ça, le fait que le sol remonte localement, c'est ça qui explique qu'à Stockholm, par exemple, on a l'impression que la mer descend, alors qu'en fait, c'est le sol qui monte. Mais pour le niveau des mers, il faut aussi prendre en compte le fait que le sol monte sur ces zones-là, hein, typiquement le nord de l'Europe et le nord des Amériques, et ben, ça conduit aussi à ce que le sol descend en fait plus loin, hein, éventuellement beaucoup plus loin, plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de kilomètres plus loin. Et donc ça va contribuer finalement à augmenter le volume des océans. Et donc ça va contribuer à une diminution, là pour le coup, du niveau des mers qui est estimé à l'ordre de 0,3 mm par an. Mais ça, c'est un effet de très long terme. Donc, il n'y a pas du tout d'accélération entre le XXe et le XXIe siècle. C'est quelque chose c'est quelque chose qui se produit sur des milliers, voire des dizaines de milliers d'avant. Mais enfin, pour interpréter l'ensemble des mesures, il faut quand même prendre ça en compte. Alors, les bilans. Donc, on regarde un petit peu les différents bilans. Et là, je m'intéresse finalement à 3 périodes. Finalement, ça, c'est la période du XXe siècle, où finalement notre connaissance est seulement partielle parce qu'il n'y avait pas les satellites, les 2 types de satellites que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc en fait, on a des estimations qui sont faites d'une part sur les marégraphes et puis d'autre part sur notre compréhension de la physique. Une période plus récente, 93-2018, où là on avait les altimètres qui nous donnent une connaissance plus précise du niveau moyen des mers. Et puis là, une période encore plus récente où on a aussi les satellites qui nous donnent justement la masse du Groenland et de l'Antarctique. Alors sur ces périodes-là, donc vous voyez que le premier effet que je regarde, c'est l'effet stérique, hein, le fait que l'eau se dilate avec la température, donc avec des estimations de hausse du niveau des mers en millimètres par an. Vous voyez que c'est très clairement en accélération. Hein. Au XXe siècle, l'océan se réchauffe quand même plus vite au XXIe siècle, ça se réchauffe plus vite qu'au XXe siècle. Donc il y a cette accélération. L'effet des glaciers, là pour le coup, qui était déjà très significatif au cours du XXe siècle. Là, vous voyez que c'était le contributeur le plus important, en tout cas qui était plus important que l'effet stérique, alors que maintenant cette contribution des glaciers est a priori beaucoup moins importante que l'effet stérique. Le Groenland, qui est ici, qui était relativement faible au XXe siècle, est surtout important sur la dernière partie du XXe siècle, et puis qui maintenant est là aussi en accélération, ça augmente. L'Antarctique, on pense que l'Antarctique n'a pas particulièrement fondu au XXe siècle, et par contre, aujourd'hui, ça devient un contributeur significatif à cette hausse du niveau des mers. Et puis, le stockage de l'eau, où je vous ai expliqué qu'on pense, même s'il y a une grosse incertitude, on pense plutôt qu'il y avait un stockage net d'eau sur les terres au XXe siècle, et aujourd'hui, on pense plutôt qu'il y a un déstockage net qui est un des contributeurs à ce bilan du niveau des mers. Donc tout ça, finalement, c'est notre compréhension, ces figures-là, c'est notre compréhension des différents éléments qui contribuent à cette variation du niveau des mers. Et donc, si on les met ensemble, si on fait la somme de ces contributions avec leurs incertitudes, eh ben, on trouve ces hausses-là, hein, donc de l'ordre de 1 mm, un peu plus de 1 mm par an
au XXe siècle, et puis un truc qui est accéléré autour de 3 au début du XXe siècle. Et si on compare à l'observation, bon, on est plutôt, alors les barres, donc ce qui est observé, c'est les barres noires ici. Hein. On est compatible tout le temps, mais plutôt, en gros, on est un petit peu, enfin, avec la meilleure estimation, et plutôt un petit peu en dessous de la meilleure estimation de ce qui est observé. Donc peut-être qu'il y a des choses qu'on comprend encore pas très bien, mais enfin, à nouveau, les barres d'incertitude se recouvrent largement. Donc en gros, tout ça pour dire que la hausse du niveau des mers est clairement en accélération, et on comprend à peu près grossièrement, on comprend, même s'il y a des incertitudes, on comprend grossièrement quels sont les différents facteurs qui contribuent à cette hausse du niveau des mers. Alors on peut faire un bilan sur les années récentes. Vous voyez que là, ça commence typiquement en 1970 et puis ça va jusqu'en 2018 sur cette figure. Et donc vous voyez là aussi hein, les différentes contributions, stockage d'eau sur Terre, l'Antarctique, le Groenland, les glaciers, l'effet stérique. Alors l'effet stérique, il est mélangé, on regarde ce qui se passe dans l'océan profond, donc à plus de 2000 mètres de profondeur. L'océan moyen entre 700 mètres et 2000 mètres de profondeur, et puis l'océan de surface. Et donc vous voyez que c'est essentiellement aujourd'hui, c'est essentiellement l'océan proche de la surface qui contribue à cet effet stérique, même si les autres contributeurs sont significatifs. Si on regarde un petit peu le début de la période, typiquement avant 1990 ou même avant 2000, l'effet stérique, donc l'ensemble du bleu en fait était l'effet dominant. Et puis par contre, si on regarde le plus récent, si on met tout ensemble, enfin la fonte des glaces au sens large avec les glaciers de montagne et les carottes Groenland et Antarctique ensemble, si on les met ensemble, et bien là ça devient plus important que l'effet stérique. Aujourd'hui, la fonte des glaces au sens large, est un effet plus important que l'effet stérique, même si les ordres de grandeur sont à peu près les mêmes. Donc ça, c'est pour l'effet moyen, l'effet global. Donc la hausse moyenne du niveau des mers est modulée par les effets locaux. Alors les effets locaux, tout à l'heure, je vous ai expliqué que, attention, hein, il y a des endroits où c'est vraiment la Terre qui bouge, donc il faut le prendre. Mais au-delà de ces effets de Terre qui bouge, d'autres qui sont montrés là, hein, les effets propres de la Terre, ça peut aller jusqu'à 2 cm par an dans les cas extrêmes, dans les deux sens, hein, suivant les cas. Il peut y avoir des variations de la pression atmosphérique. Typiquement, une variation de 1 hectopascal, c'est 1 cm du niveau des mers. Donc là aussi, il peut y avoir des changements de long terme ou des changements décennales de circulation atmosphérique et donc de pression atmosphérique moyenne qui peut avoir un effet. Et puis, d'autre part, de manière plus temporaire, le vent peut pousser ou éloigner la mer de la côte. Et donc, c'est un effet qui peut aller jusqu'à 1 mètre dans les cas extrêmes. Et pour finir, les courants marins aussi ont un effet sur le niveau de la mer. Hein. C'est d'ailleurs, je vous ai expliqué tout à l'heure que les premières missions altimétriques avaient pour objectif principal de mesurer ces courants marins à partir de la hauteur de la mer. Et donc, quand il y a une évolution des courants marins, eh ben, il peut y avoir une évolution locale justement de ce niveau des mers. Alors on va mettre un peu, donc là j'ai surtout regardé ce qui s'est passé en gros depuis 150 ans. On va mettre un petit peu ça en perspective avec, j'ai juste trois transparents là-dessus. Donc je vous ai déjà un petit peu parlé de cette période variation glaciaire interglaciaire. Donc j'en ai surtout parlé pour rappeler que le sol était dans certaines régions en train de monter, puis dans d'autres régions en train de descendre. Donc à nouveau, hein, la différence entre période glaciaire et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on comprend bien. Hein, c'est lié aux variations de l'orbite de la Terre autour du Soleil, soit simplement des problèmes d'ellipse. En fait, vous savez peut-être que l'orbite de la Terre autour du Soleil n'est pas un cercle, c'est une ellipse dont les paramètres de l'ellipse peuvent varier autour du temps. Et puis d'autre part, l'axe de rotation de la Terre sur elle-même est décalé par rapport à l'axe de rotation de la Terre autour du Soleil. C'est pour ça qu'il y a des saisons. Et donc, pareil, cet axe de rotation, enfin l'angle entre les deux axes de rotation peut varier dans le temps.
Donc voilà, donc tout ça, c'est ça qui explique les changements climatiques du dernier million d'années, et en particulier les alternances entre les périodes glaciaires et puis les périodes chaudes qui ressemblent à ce qu'on a aujourd'hui. Et donc, voilà, donc il y a eu une transition entre, on est passé de 20 000 ans, il y a 20 000 ans, un truc qui ressemblait à ça, à 10 000 ans, il y a 10 000 ans, un truc qui ressemblait à ça. Et donc, bien évidemment, cette fonte des calottes a eu un impact sur le niveau des mers. Et donc, on pense, enfin, les estimations, les observations géologiques nous disent qu'il y a 20 000 ans, ici c'était il y a 20 000 ans, et le niveau des mers était 130 mètres plus bas que ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est ça qui explique, par exemple, que l'entrée de la grotte Cosquer à Marseille est aujourd'hui sous le niveau des mers, alors que manifestement elle était à l'air libre à l'époque, puisqu'il y avait des humains qui arrivaient à aller peindre des gravures au fond de cette grotte. Bref, donc ça c'est quelque chose qui est quand même bien compris. Donc ça veut dire que, en gros, le niveau de la mer, vous voyez qu'il a évolué d'à peu près 130 mètres en typiquement 10 000 ans. En gros, ça s'est stabilisé, donc ça a vraiment commencé, cette hausse elle a vraiment commencé il y a 18 à 16 000 ans, et puis ça s'est arrêté à peu près il y a 8 000 ans. Donc on a pris 130 mètres en à peu près 10 000 ans, donc ça c'est en moyenne. Mais on pense qu'il y a eu des périodes, enfin les observations, là aussi, il y a quand même des traces là où était le niveau de la mer en fonction du temps, donc des choses qui sont faites, et on pense qu'il y a eu des périodes en fait où la montée du niveau des mers a même été beaucoup plus rapide que ça. Là ça fait 1 mètre, en gros 1 mètre en 100 ans, et on pense qu'il y a eu donc 1 mètre en 100 ans, ça veut dire 1 centimètre par an en moyenne, ou 1,3 cm par an, donc beaucoup plus rapide que ce qu'on a aujourd'hui. Mais on pense même qu'en fait il y a eu des périodes en fait où c'était beaucoup plus rapide, et typiquement là, pendant cette période-là, on pense qu'il y avait la hausse était carrément de 40 à 60 mm par an. Je rappelle que, donc c'est-à-dire 10 fois plus rapide que ce qu'on a aujourd'hui. Donc c'était vraiment quelque chose d'extrême, parce que justement cette fonte des glaces était extrêmement rapide. Alors il y a eu des événements intéressants, en particulier il y avait un gros lac au moment de la fonte de la calotte au-dessus de ce qui est le Canada aujourd'hui. Il y a un énorme lac qui s'est formé, qui était entouré en particulier par la glace. Et puis, à un moment, la glace a cédé, et donc le lac s'est vidangé très, très rapidement dans l'Atlantique Nord, avec un impact sur le climat local, et évidemment une montée du niveau de la mer qui était plus rapide que la moyenne. Bref, une autre mise en perspective, c'est vraiment, je regarde d'autres, on va regarder un petit peu des périodes qui éventuellement sont beaucoup plus anciennes. Donc ça, c'est une figure qui est extraite du dernier rapport du GIEC, que j'ai traduite en français. Alors on va la regarder un tout petit peu dans le détail pour vous montrer que dans le passé, il y a quand même eu des variations considérables du niveau des mers. Donc là, je regarde d'abord le dernier millénaire, avant qu'il y ait une évolution liée au réchauffement climatique anthropique. Donc en gros, on va regarder ce qui s'est passé à partir de 1900, enfin entre 1900 et puis 1000 ans avant, quoi, entre il y a 125 ans et puis il y a 1000 ans. Et donc en gros, la température, elle était à peu près la même qu'aujourd'hui. Elle était à peu près plus faible que la référence qui est prise ici, 1850-1900, des variations entre moins 0,14 et 0,2 degrés de la période, en gros, pré-industrielle, ou avant qu'il y ait une évolution sensible des températures, avec des CO2 qui sont plus faibles qu'aujourd'hui. Mais pendant cette période-là, en gros, il ne s'est pas passé grand-chose. Vous voyez qu'on estime que le niveau de la mer, il était à quelques centimètres près, le même que ce qu'il était avant 1900. Donc il ne s'est pas passé grand-chose pendant ce millénaire. Maintenant, si on regarde le dernier interglaciaire, donc il y a un peu plus de 100 000 ans, entre, vous voyez, 129 et 116 000 ans. Donc c'est la période chaude précédente, celle qu'on vit aujourd'hui, avec des températures qui étaient en gros, finalement, qui ressemblent un peu à celles qu'on a aujourd'hui, parce que c'était 1,5 degré, entre 0,5 et 1,5 degré plus chaud
que la période de référence, mais aujourd'hui on est plus chaud que la période de référence, hein, et vous voyez que le niveau des mers était 5 à 10 mètres plus haut que ce qu'il est aujourd'hui, simplement parce qu'à l'époque on pense qu'il y avait quand même moins de calottes de glace, elles avaient eu le temps de fondre, aujourd'hui les calottes de glace n'ont pas encore eu le temps de fondre, et donc on avait un niveau des mers qui était quand même, avec une période qui au point de vue des températures ressemble à ce qu'on a maintenant, et ben on avait un niveau des mers qui était plusieurs mètres plus haut qu'aujourd'hui. Alors, ce n'est pas exceptionnel, si on regarde encore plus, si on va encore plus loin dans le passé, alors là, c'est quand même beaucoup plus loin dans le passé. Hein. Vous voyez que j'ai deux périodes, enfin, c'est pas moi qui les ai sélectionnés, hein, c'était dans le rapport du GIEC. Donc, un truc qui était autour de 50 millions d'années en arrière, et une autre période qui était 3 millions d'années en arrière, où là, on avait quand même des températures qui étaient beaucoup plus chaudes qu'aujourd'hui. Hein. Vous voyez, cette période-là, 2,5 à 4 degrés plus chaud, ou 10 à 18 degrés plus chaud. Et donc là, le niveau des mers, il était, c'est pareil, hein, cette période-là, là, il n'y avait plus de calottes. En gros, il n'y avait plus de calottes du tout, pratiquement pas, ni Groenland, ni Antarctique. Et donc, le niveau des mers était 70 mètres plus haut qu'aujourd'hui. Et puis, dans cette période-là, le niveau des mers était, en gros, entre 5 et 25 mètres plus haut qu'aujourd'hui. Et à l'inverse, donc là, je vous avais déjà parlé il y a quelques minutes là, du dernier maximum glaciaire où il faisait 5 à 7 degrés plus froid qu'aujourd'hui, hein, il y a 20 000 ans. Et donc, le niveau des mers, il était à peu près 130 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Et puis, il y a eu toute la période de déglaciation hein, qui a commencé il y a 18 000 ans, et puis avec différentes périodes où, en même temps, le CO2 a évolué, et donc on est passé progressivement de 120 mètres à ce qui ressemble à aujourd'hui, hein, entre le début de l'Holocène et puis l'Holocène moyen il y a 5 000 ans. Donc vous voyez que quand même, l'étude des climats du passé, l'étude de la géologie nous dit que dans le passé, il y a eu des variations considérables du niveau des mers. Et donc on peut se poser la question, est-ce que finalement, qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Est-ce qu'on va avoir des variations du même ordre? Et donc, ça, là, pour le coup, comme d'habitude, hein, quand on s'intéresse au futur, il faut utiliser des modèles. Donc, on a des modèles qui utilisent notre compréhension de la physique, de la physique des processus. Et donc, une fois qu'on pense avoir compris les processus, on les met on les met en équation et puis on fait tourner les ordinateurs qui calculent l'évolution de ces équations. Alors, donc pour faire ça, quand même, il faut d'abord savoir comment les températures vont évoluer dans le futur. Hein. Est-ce que l'humain va prendre des mesures drastiques pour limiter le changement climatique et donc on va réussir à limiter le changement climatique, le réchauffement climatique à 1,5 degré, c'est le plus clair, ou à 2 degrés, c'est le bleu foncé. Et puis des scénarios qui sont un petit peu moins optimistes et qui nous mettent à la fin du siècle plutôt à 3 degrés ou carrément à 4 ou 5 degrés. En gros, là, vous avez les différents scénarios d'évolution des températures, enfin d'évolution des émissions de gaz à effet de serre qui ont un impact sur l'évolution des températures. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que même les scénarios qui nous disent où on arrive à stabiliser les températures, hein, en gros que ça va encore monter jusqu'en 2050, et puis à partir de 2050, en gros les températures vont être les mêmes jusqu'en 2100, voire même dans le scénario 1.6 vont même diminuer un petit peu dans la seconde moitié du XXIe siècle, et même si on a une stabilisation des températures, on n'a pas une stabilisation du niveau des mers. Donc ce qui va se passer dans le futur dépend des températures, mais quand même, le niveau des mers, quoi qu'il arrive, va continuer à augmenter. C'est ça que dit cette figure. Cette figure, là, les courbes en pointillés, là, c'est des scénarios où il y a quand même des hypothèses qui peuvent être faites sur la déstabilisation des calottes polaires. C'est pas mis dans les modèles, mais il y a quand même des indications dans le passé que les calottes polaires peuvent se déstabiliser très rapidement et donc conduire à un afflux massif de glace dans les océans et par conséquent une montée beaucoup plus rapide de ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des processus qui sont avec un gros impact, mais une faible probabilité. Simplement, si on doit construire des choses qui vont avoir une durée de vie de plus de 100 ans et qu'on veut être sûr qu'il ne va pas y avoir d'évolution du niveau des mers sur cette zone-là, on est peut-être obligé de prendre en compte aussi ces choses-là. Donc c'est une montée du niveau des mers de plus d'un mètre à l'échéance 2100 est peu probable, mais ne peut pas être exclue. C'est ça le message.
Si on regarde un peu les projections sur quelques décennies, hein, simplement, qu'est-ce qui va se passer d'ici entre 2018 et 2100? En gros, là, par rapport à la figure précédente, vous avez un peu plus d'informations sur les différents contributeurs à cette hausse du niveau des mers. Hein, vous vous souvenez, toujours les contributeurs avec l'eau stockée, la dilatation, les glaciers et puis le Groenland et l'Antarctique. Et on voit que quand même, c'est les contributions qui aujourd'hui sont mineures. Hein. Vous voyez que là, les observations, aujourd'hui, Groenland, Antarctique et Groenland, c'est seulement une toute petite partie du total. Et en fait, ces parties-là, dans le futur, devraient devenir dominants, même si la dilatation des océans, c'est toujours aussi, ça fait la moitié ou une petite moitié de la contribution à cette hausse du niveau des mers. Ce que ça indique, c'est qu'en gros, les différents scénarios, hein, vous avez ici le scénario qui dit qu'on a une stabilisation rapide des températures, et puis au contraire, ce scénario-là qui dit que les températures vont continuer à augmenter très fortement dans le futur. Si on regarde le niveau des mers en 2050, en gros, il n'y a pas tellement de différence entre ces deux scénarios. Par contre, si on s'intéresse au niveau des mers à la fin du siècle, là pour le coup, il y a vraiment... Même si ce scénario-là nous dit qu'il va y avoir une hausse continue du niveau des mers, c'est quand même pas du tout la même chose de faire face à une hausse du niveau des mers de 50 cm que de faire face à une hausse qui est de l'ordre de 1 mètre. Et alors, à nouveau, donc il y a quand même des effets régionaux. Pourquoi il y a des effets régionaux? C'est d'une part parce que il y a le réchauffement de l'océan. Il n'est pas homogène, hein, il y a des zones qui se réchauffent plus vite que d'autres. Et puis d'autre part, il y a une évolution des courants marins qui est anticipée dans le cadre du changement climatique. Et cette évolution des courants marins va aussi avoir un impact sur les niveaux des mers locaux. Et c'est pour ça que si vous regardez un petit peu nos amis des États-Unis, vous voyez que la hausse du niveau des mers, finalement, elle est maximale, en particulier dans le golfe du Mexique ici, mais aussi sur toute la côte est des États-Unis. On s'attend à un niveau des mers avec le scénario, ça c'est le scénario intermédiaire. Vous voyez que sur tout ce qui est le nord-est des États-Unis, on s'attend à une montée du niveau des mers qui est de l'ordre de 1 mètre, donc quand même beaucoup plus rapide qu'ailleurs. Donc attention, il n'y a pas que l'évolution du niveau moyen des mers, il y a aussi l'évolution il y a les effets locaux qu'il faut prendre en compte. Et alors, si on regarde toujours sur le plus long terme, là aussi, c'est une figure que j'ai extraite du dernier rapport du GIEC. Hein, et donc, une question, à quelle date est-ce qu'on va avoir plus 0,5 mètres, plus 1 mètre, plus 1,5 mètre, plus 2 mètres? Alors, d'une part, il y a des incertitudes sur le climat. Hein. Est-ce que, là encore, est-ce que l'humain va mettre en place les mesures pour limiter le réchauffement climatique? Et donc, évidemment, si on met des mesures en place pour réchauffer le réchauffement climatique, eh ben, par exemple, le 1 mètre, ça va arriver plus tard que si le réchauffement est particulièrement rapide. Hein. Donc, en gros, plus le réchauffement est faible, plus les différents niveaux arrivent faibles. Mais vous voyez que même que le 1,5 mètre, eh ben, même avec le scénario le plus optimiste, qui n'arrivera pas, hein, c'est déjà mort, eh ben, on arrive, le 1,5 mètre, de toute façon, il arrivera en 2300. Et vous voyez qu'il y a quand même des incertitudes qui sont assez grandes. À nouveau, je vais y revenir, mais il y a quand même une incertitude significative sur l'évolution des processus. Mais voilà. Mais donc tout ça pour dire que, de toute façon, nos descendants auront à faire face à des niveaux des mers qui sont importants. Et alors, si on regarde encore plus loin dans le temps, alors là, c'est une figure où on va s'intéresser à ce qui peut se passer jusqu'à une échéance de 10 000 ans. Alors bon, là, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'on sait de l'évolution du climat et des calottes globales polaires avec 10 000 ans? Mais donc, quand même, avec notre compréhension actuelle des processus, et c'est quand même intéressant de voir qu'il y a quand même, on peut regarder dans le passé. Le passé nous dit, par exemple, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a 100 et quelques mille ans, la dernière période un peu chaude, où en gros le climat il était 1 degré à 1,5 degré plus chaud que pendant la période pré-industrielle, et on avait un niveau moyen des mers qui était 5 à 10 mètres plus haut qu'aujourd'hui.
Donc vous voyez, donc ça c'est un peu l'historique. Et puis l'autre historique, dont je vous ai parlé tout à l'heure, une période où on avait 3 degrés, enfin 3 à 4 degrés de plus, et on avait un niveau moyen des mers qui était entre 5 et 20 à 25 mètres plus haut qu'aujourd'hui. Donc on peut mettre ça, donc on sait que ces températures, on va les atteindre rapidement. Si on regarde ce qui se passe à 100 ans, vous voyez que de toute façon, cette évolution des températures, en fait, c'est d'une part, l'océan de surface se réchauffe rapidement, par contre, l'océan profond met beaucoup plus longtemps à se réchauffer. Et donc, mais il va finir par se réchauffer, ça va prendre des centaines, voire des milliers d'années, mais l'océan profond va se réchauffer. Et puis d'autre part, les calottes polaires, elles ne vont pas disparaître a priori en une dizaine d'années, mais par contre, si on stabilise les températures à 2 degrés ou 3 degrés, eh ben, elle va continuer à fondre pendant des centaines d'années, et donc vont contribuer à cette hausse du niveau des mers. Et donc, voilà, donc avec notre compréhension des processus aujourd'hui, eh ben, cet ajustement de la température des océans et puis des calottes polaires, ça va mettre plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années, mais il y a toutes les raisons de penser que, on va se prendre effectivement à l'échéance de 2000 ans, typiquement plusieurs mètres, au moins. Vous voyez que sur le scénario intermédiaire qui nous conduit à 3 degrés, on va avoir plus de 5 mètres de niveau des mers supplémentaires. Voilà. Donc ensuite, bien évidemment, alors là on revient un petit peu sur le court terme. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le niveau moyen des mers, au niveau des moyens des mers, s'ajoutent des effets plus temporels. D'abord, il y a bien sûr les marées qui varient deux fois par jour, mais il y a aussi des facteurs météorologiques, dont j'ai un peu parlé tout à l'heure, la pression atmosphérique, les vents, les vagues. Et donc tout ça, ça conduit à des événements, du fait des événements météorologiques qui peuvent conduire à des inondations ou pas. Alors pourquoi typiquement aujourd'hui, donc ça c'est une figure d'illustration, il n'y a rien de quantitatif là. Si on a un niveau des mers moyen qui est là, une fois par mois on monte jusque là, une fois par an on monte jusque là, une fois par décennie on monte jusque là, et une fois par siècle on monte jusque là. Donc on a dimensionné nos digues pour un événement qui arrive une fois par siècle. Et donc, voilà, donc la digue, on l'a mise ici. Et donc, bien évidemment, si on a le niveau moyen des mers qui s'est mis ici, l'événement qui arrive une fois par mois, l'événement qui arrivait à une fois par siècle ici, il va arriver une fois par an, et donc une fois par décennie, on va passer au-dessus de la digue. Donc tout ça pour dire qu'il ne faut pas voir cette évolution du niveau des mers uniquement comme étant un processus très lent, mais plutôt comme un processus qui va augmenter la probabilité d'avoir des événements qui dépassent ce à quoi on a fait face. Et donc, mon dernier transparent avant les conclusions, pour dire que pourquoi est-ce qu'il y a autant d'incertitudes. En fait, il y a beaucoup d'incertitudes parce qu'on a encore beaucoup de mal aujourd'hui à modéliser l'évolution des calottes de glace. Il y a tout un tas de processus à l'intérieur où on n'est pas sûr qu'on les prend en compte correctement. La glace, elle coule. Éventuellement, quand donc elle va se mettre s'il y a une hausse des températures supplémentaires, on va avoir d'une part un apport de neige supplémentaire qui peut augmenter la forme de la calotte, mais d'un autre côté, la calotte, elle va se mettre à couler plus vite, et puis éventuellement la mer qui lèche un peu la calotte ici, va contribuer à sa fonte par-dessous. Et ce qui est en particulier justement difficile à prendre en compte, c'est l'impact de la mer sur la calotte par-dessous, en particulier lorsque la hauteur du sol en fait décroît à l'intérieur, lorsqu'on va à l'intérieur du continent. Et c'est ce qui se passe en particulier en Antarctique. La calotte antarctique est posée sur le sol, mais le sol est sous le niveau de la mer. Et donc, comment est-ce que
justement cette eau plus chaude va contribuer à faire fondre la calotte par-dessous et donc accélérer finalement la fonte, enfin le flux de la calotte vers la mer. Ça fait partie des choses qui sont très compliquées à prendre en compte et sur lesquelles il y a beaucoup d'incertitudes. Et pour vous montrer, je vous montre un peu, justement, il y a eu une intercomparaison en fait, de différents modèles de glace il y a quelques années, et je vous montre un petit peu les résultats de ces différentes simulations sur ce graphe. Et donc, comment est-ce que le Groenland va contribuer à la hausse du niveau des mers dans le futur? Vous voyez qu'il y a différentes estimations qui conduisent en 2100 à un facteur 2 sur les différentes estimations pour un climat donné. Là, ce n'est pas pour différents climats, c'est pour une évolution des températures données. Simplement, les modèles de dynamique de la calotte nous conduisent à des choses qui sont différentes d'un facteur 2. Mais si on regarde pour l'Antarctique, c'est bien pire. Vous voyez que vous avez des modèles qui disent que finalement l'Antarctique va grossir et donc va conduire finalement à une baisse du niveau des mers. Bon, ces modèles-là, aujourd'hui, vu ce qu'on observe actuellement, ils sont assez peu probables. Mais enfin, c'est quand même ce que ces modèles nous disent aujourd'hui, ou en tout cas nous disaient il y a quelques années au moment où cette figure a été faite. Et puis au contraire, des modèles qui nous disent qu'à l'échéance 2100, que l'Antarctique va contribuer à une hausse du niveau des mers de typiquement 20 cm. Voilà, donc la modélisation de la dynamique des calottes polaires est difficile et fait donc l'objet d'incertitudes importantes. Et donc c'est un facteur particulier qui explique pourquoi il y a autant d'incertitudes sur l'évolution du niveau marin dans le futur. Et donc voilà, comme d'habitude, je termine avec le petit résumé, avec les points que personnellement je considère comme étant les plus importants dans mon exposé. Donc le niveau des mers, il s'élève depuis le début du XXe siècle. Au XXe siècle, on était à un rythme qui était de l'ordre de 1,5 mm par an, mais il y a clairement une tendance à l'accélération, puisqu'aujourd'hui on est à 4,5 mm par an. Au XXe siècle, la cause principale, c'était le réchauffement des océans et la fonte des glaciers. Et maintenant, en fait, les calottes polaires et le pompage des nappes phréatiques se sont ajoutés à ça, et on pense que la fonte des calottes polaires va devenir le contributeur dominant dans le futur à cette hausse du niveau des mers. J'ai montré que les satellites sont très importants pour comprendre, pour observer le niveau des mers et puis aussi la masse d'eau de glace, donc pour comprendre la dynamique du Groenland et de l'Antarctique. Je vous ai montré que l'élévation du niveau des mers, c'est plusieurs mètres, c'est déjà dans les tuyaux. Donc, nos descendants vont devoir faire face à cette hausse du niveau des mers, quoi qu'on arrive à faire pour stabiliser le climat, mais qu'il y a encore de grandes incertitudes sur le rythme de hausse, en particulier du fait des incertitudes sur la stabilité des calottes glaciaires. Et il est pile 11 heures.